Très chers abonnés de la chaîne Genor TV, salut. C'est toujours la voix de votre humble serviteur Franck Ojwald sur le plateau de votre chaîne préférée, la chaîne qui vous informe et qui vous forme en même temps, en l'occurrence Genor TV. J'ai avec moi sur ce plateau M. Van, c'est un journaliste de cette ville de Kananga. Ce sont des journalistes que nous avons trouvés sur cette ville ici qui font la fierté de ces domaines-là médiatiques sur la ville. Je crois lui-même va pouvoir se présenter. C'est quelqu'un qui aime trop parler en tant que journaliste, qui se respecte. Il est trop éloquent. Et la première fois que je l'ai suivi, en tout cas, je l'avais beaucoup félicité. Je me suis dit, waouh, il y a des journalistes à Kananga. Parce que quand il parle, vous sentez vraiment qu'il a l'art. Merci. Merci beaucoup. Van, comment vous allez? Cher Franck, merci de la confiance que vous me renouvelez. Je vais dire bonjour à tous les internautes qui nous suivent à partir du monde entier. Je vais très bien. Encore une fois, merci de l'invitation. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez vous-même parler de vous? Qui est Van? Je m'appelle Van Frédéric Chilanda Katende. Je suis journaliste congolais. Je travaille dans la région du Kasaï, basé au Kasaï central. Il faut préciser, pas journaliste de forme mais de fond. Je suis journaliste de formation. Je suis également journaliste praticien. Je travaille pour le compte de beaucoup de médias. Mais je voudrais ici me présenter pour le compte de la prospérité, un journal écrit paraissant à Kinshasa. Je travaille également pour les comptes de version originale.net. C'est un média en ligne congolais. Je suis également pigiste de plusieurs médias internationaux. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux dire brièvement. Merci beaucoup. Parlez-nous d'abord de l'évolution des médias ici à Kananga. Comment les médias kanangais évoluent? Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans ce métier? Voilà. Les médias au Kasaï central évoluent tant bien que mal. Les 10 dernières années ont vu une prolifération de médias, alors qu'il y a très longtemps, on ne comptait qu'un média, à peine 2 médias. C'était par la suite, c'était avant tout OZRT qui est devenu par la suite la RTNC. Après RTNC, il y a Kasaï Horizon. Et depuis l'avènement des médias privés, il y a une prolifération de médias. Il y a une prolifération de médias. Voilà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaînes de médias. Aujourd'hui, on en compte une vingtaine. Une vingtaine de médias traditionnels. Il y a Malandi, qui a une télévision qui est très opérationnelle. Malandi? Oui, la radio-télévision Malandi FM. Mais la RTNC? La RTNC également. La RTNC locale a une télévision qui est aussi opérationnelle. Il y a Kasaï Horizon, la première radio privée, qui a également une télévision qui est opérationnelle. Donc on compte à peu près 3 télévisions, mais une vingtaine de radios. Des radios. Qui sont fonctionnelles sur la ville de Kananga, Kasaï central. Et si vous allez dans les coins les plus reculés, vous prenez les 5 territoires du Kasaï central, il y a au moins par territoire un média. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une évolution. Voilà, sur l'ensemble de la province, il y a une trentaine de médias qui sont opérationnels, alors que 20 sont installés sur la ville de Kananga. Comme je le disais tout à l'heure, que le média travaille avec beaucoup de difficultés ici, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a une prolifération dans un secteur, il y a un défi du personnel qui se pose. Aujourd'hui, il y a des médias qui fonctionnent avec des gens appelés entre guillemets journalistes, mais qui ne sont pas. Qui ont des difficultés de formation, qui ont à peine eu une formation sur l'état, bien entendu, du métier, mais qui n'est pas une formation assez assurée. Alors c'est un premier défi que nous avons. Le deuxième défi, c'est un défi lié à la situation socio-économique de la province. La province est en difficulté. Ça fait aujourd'hui plus d'une décennie que cette région du Kasaï dans l'ensemble n'a pas connu un développement économique assez assuré. Ça veut dire qu'on a un défi d'énergie ici. Alors tous ces médias-là, quand vous avez une radio qui doit fonctionner sur base d'un groupe électrogène par exemple, et pour se procurer de carburant, c'est un véritable chemin de combattant. Donc voilà les défis d'une manière générale que les médias rencontrent ici. Parce que vous avez parlé du courant. Ouais.
Mais vous avez la chute Katende ici. Pourquoi cette chute-là n'est pas opérationnelle jusqu'à ce moment? Je vais y arriver. Pourquoi la ville de Kananga? Parce que vous l'avez évoqué. Voilà pourquoi j'ai préféré qu'on en parle directement. Je vais y arriver. Je vais parler des chutes Katende. Mais il faut que je finisse sur cet aspect des défis. Il y a beaucoup de défis. Il y a aussi le défi de prise en charge de ces médias. À peine c'est des médias, pour la plupart, montés par des hommes politiques. Et très souvent, ils fonctionnent quand les hommes politiques sont encore en fonction. En fonction, ou ils ont encore un mandat. Sont pas encore en fonction. Voilà, quand ils ne sont pas en fonction, ces médias rencontrent des difficultés et les personnes n'est pas correctement prises en charge. Vous avez des journalistes qui ont à peine un déficit de formation, mais également qui ne sont pas financièrement pris en charge. Alors, voilà autant de défis qui sont rencontrés dans les médias. Mais bon, voilà, c'est un secteur qui promet. Si simplement on s'appuie sur certains déclics, il y a possibilité que l'exercice de la profession au niveau de la province, au niveau de la région du Kasaï, soit beaucoup plus adapté aux exigences aujourd'hui que nous impose le monde entier. Alors, vous parliez tout à l'heure des chutes Katende. C'est pratiquement un éléphant blanc. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nés et qui ont trouvé cette difficulté-là. C'est un sempiternel problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui n'a jamais été résorbé. Ça a constitué depuis la nuit des temps un discours de campagne pour plusieurs politiciens. Les hommes politiques. Quand ils viennent ici, ils veulent battre campagne, par exemple, pour la présidentielle, ils s'appuient sur ça. Ils promettent. Ils vous promettent. Et par la suite, rien n'a jamais été démarré. Mais il y avait un sursaut patriotique entrepris par le président sortant, le régime sortant, jusqu'à la fin, avec le gouverneur Alex Kandé qui était ici. Alex Kandé, Mopompa. Les travaux avaient significativement évolué avec la firme indienne qui était là, Angélique International. Mais à la suite des événements malheureux sur lesquels je ne saurais pas revenir ici, Kamouinan Sapo a surgi en 2016, la base vue de cette firme indienne qui était déjà montée et les travaux qui avaient significativement évolué étaient à l'arrêt et par la suite les pillages s'en sont suivis. On a significativement pillé sur les sites des Katende à Bunkonde. Et donc on est réparti pratiquement à la case du départ. Après la cessation des hostilités sur la ville, il n'y a plus d'investissement sérieux pour la reprise des travaux. Trop récemment, vous avez suivi le président Félix Tshisekedi qui a également tapé sur le même problème. Il s'est montré beaucoup plus intéressé. Il avait dit qu'il mettrait des moyens, effectivement. Lors de sa récente visite au niveau de la région, nous avons appris par sa propre bouche qu'il aurait déboursé à travers les trésors publics 6 millions de dollars américains. Mais à quoi ont servi toutes ces sommes d'argent? Le projet, semble-t-il, devait répondre avec les conseillers à la présidence. Déjà, on a noté un bicéphalisme entre les membres du gouvernement et certains conseillers qui étaient venus ici pour piloter la reprise du projet. Et par la suite, le président était stupéfait de constater que les 6 millions de dollars n'ont servi qu'aux travaux de débroussaillage. On a ne serait-ce que débroussaillé les sites. On a parlé que le matériel devait être ramené. Voilà. Il y a peu de matériel qui ont été ramenés sur les sites. Mais jusqu'ici, depuis qu'il est parti, aucune sanction. C'est vrai qu'il a effectivement fait un état des lieux, que les 6 millions ont été détournés. Pour bien les dire, parce que rien n'a été fait à part les travaux de débroussaillage du site. Parce qu'il y avait déjà pratiquement une forêt de l'autre côté. Mais quand on a déboursé l'argent, et l'argent n'a servi qu'à ça comme travail, il fallait effectivement que les décisions tombent. Il faut que les têtes qui ont touché à cet argent répondent de leurs actes. Mais aucune décision n'a été envisagée en ce sens. Un véritable coup de poignard à cette lutte contre la prédation des ressources publiques. Alors, on attend peut-être que on est encore en train d'affûter les armes pour que, enfin, les responsabilités soient établies. Mais jusqu'ici, la difficulté énergétique se pose avec acuité au niveau de la région, ce qui fait qu'aujourd'hui, les médias qui sont opérationnels se débrouillent avec un pouvoir d'achat qui est très difficile ici. Les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que je dois rappeler que ça fait plus d'une décennie que la région du Kasaï n'a connu aucun investissement sérieux. Nous avons à l'époque
moi personnellement lancé un appel à la responsabilité du pouvoir central d'adapter un mode de financement de cette région à l'image de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Je faisais appel à un plan Maréchal de la reconstruction. Le plan Marshall. Voilà, le plan Maréchal, c'est un plan que les Américains avaient adopté pour la reconstruction de l'Europe déchirée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pratiquement ce plan Maréchal qu'il nous faut au niveau de la région pour la reconstruction. Parce que si on tient compte de la capacité de mobilisation des ressources locales, les gouverneurs sont en difficulté. Nous n'avons pas une assiette financière conséquente au niveau de la région. C'est difficile pour que la situation économique de la province s'améliore. Et donc, il appartient au pouvoir central de tout mettre en œuvre pour recréer la vie dans la région du Kasaï. Parce que depuis la nuit des temps, on était en difficulté. Et par la suite, comme Winan s'est mêlé à l'affaire, la situation qui était déjà difficile s'est dégradée. Elle est allée de mal en pis. Voilà, aujourd'hui, avec toutes ces misères que nous avons au quotidien ici, les médias en paient également le frais. On est en difficulté sûrement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les journalistes sont généralement traduits en agent commercial. En agent commercial. Un journaliste descend sur terrain, non seulement il est à la recherche de l'information, il doit également poser un problème d'argent. Ce qui pose généralement un véritable problème sur la qualité de l'information que les médias produisent ici. Parce que, pour moi, une information sérieuse, non seulement doit remplir les attributs reconnus à l'information, l'actualité, tout ce que vous connaissez, je ne donne pas cours ici, mais je considère que cette information doit être objective si elle est donnée par un média indépendant financièrement. Mais si déjà les médias sont à l'affût, sont en tout cas prises en otage par certaines forces. Ce sont ces forces qui dictent leur travail, ligne de conduite. Et c'est ça la difficulté que nous avons ici. Donc ce sont ces défis, parmi tant d'autres, qui doivent être résolus. Mais je suis conscient qu'avavec les efforts, les énergies, on va y arriver pour inverser la tendance. Et c'était ça la question que je voulais vous poser. Nonobstant tout ce que vous venez d'énumérer ici, maintenant, quels sont les efforts que vous fournissez pour que les médias soient d'abord, indépendants, totalement, et puis, deux, qu'ils soient subventionnés? Bon, pour ce qui concerne la subvention, je crois que l'essentiel, l'élément essentiel pour le fonctionnement des médias, ça doit être la publicité. C'est ça exactement l'élément assez essentiel pour que les médias aient de quoi fonctionner. Mais la publicité dans une région où on a décrié tout à l'heure la situation économique qui n'est pas réluisante, la publicité ne paye pas. Mais il y a des efforts que nous fournissons déjà. Nous sommes en contact. Nous prenons vraiment de contact avec certaines organisations internationales. D'abord, pour vider la question de la formation. Il y a déjà des formations qui sont régulièrement initiées ici. Je crois par Internews, très souvent par Internews. Il y a aussi des médias qui sont en partenariat avec certaines chaînes internationales, notamment RFI, qui déploient également certains programmes ici. Il y a aussi l'UNICEF des fois qui appuie certains médias pour ne serait-ce que assurer une formation en permanence. Mais quant à ce qui concerne la situation économique des médias, il y a également des contrats qui sont signés aujourd'hui avec certaines organisations qui sont arrivées à la suite de la crise qu'on a connue. Et même si la manne financière n'est pas assez conséquente, mais le peu sont quand même disponibilisés pour le fonctionnement des médias. On y arrive. On a l'espoir que ça va s'améliorer. Merci beaucoup, parce que nous sommes là en train de parler toujours pour les médias et son évolution au niveau provincial. Oui. Il y a une question qui est en train de tarauder mon esprit ici. Je crois que je vais me mettre à la place de la population, parce que c'est un débat qui défraye la chronique actuellement. Van, vous êtes un journaliste de fond. Quand je parle de journaliste de fond, c'est-à-dire celui qui a fait l'école de journalisme. Quelles sont les conditions pour devenir journaliste? Est-ce qu'il faut avoir fait l'école de journalisme ou tout le monde qui a un niveau, qui a fait n'importe quelle discipline, peut s'arroger le pouvoir de devenir journaliste? Je voudrais évoquer des conditions. Tout le monde ne peut pas devenir journaliste au sens de la loi qui nous régit.
il y a des conditions importantes. Si vous êtes sorti de l'école du journalisme, vous devez faire un stage encadré par des professionnels attitrés pendant une année. Voilà. Si vous n'êtes pas d'une école de journalistes, vous n'êtes pas issu d'une école de journalistes, vous avez une autre formation. La loi prévoit un stage de 2 ans. Et de 2 ans, vous ne pouvez pas mener ces stages et au bout de 2 ans, vous commencez à vous arroger les droits, les titres de journaliste. Et vous devez être pris en charge par des professionnels attitrés. Et là, pendant 2 ans, si vous avez une autre formation, en dehors de la formation des journalistes, des conditions assez importantes. Mais force est de constater, comme je l'ai déjà dit en liminaire, dans les contextes du Kasaï central, dans les contextes du Kasaï central, comme déjà, il y a ce que je constate comme légèreté dans la gestion de ces secteurs. Tout le monde peut aujourd'hui créer un média, généralement des politiciens qui ont un peu de ressources. Et là, quand ils créent des médias, ils ne prennent pas soin de respecter les conditions prévues par la loi qui nous régit et le principe qui nous régisse pour effectivement faire fonctionner ces médias. On crée les médias à midi, on a un beau-frère qui parle à peine français, qui sait conjuguer les verbes être et avoir en français. Il s'improvise. Et c'est tout, il s'improvise. Il devient journaliste et un des 4 matins, il sollicite la carte professionnelle des lignes nationales de la presse. Il en a facilement. C'est tout simplement déplorable, mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être fournis par les autorités ordinales de l'ordre des journalistes au niveau de la région pour qu'effectivement les conditions soient assez respectées. Même si ces difficultés sont réelles, ça veut dire que ceux qui ont la possibilité, par exemple, de redresser certaines difficultés, certains impairs qui sont constatés dans le fonctionnement des médias, ils n'ont pas assez de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir de ces sacs est effrité. Parce que c'est ça que c'est pratiquement un enfant pauvre ici. Déjà, vous n'avez pas de bureau. Vous n'avez même pas de moyens. Vous n'avez pas de moyens conséquents. Comment est-ce que les animateurs de ces sacs peuvent aujourd'hui être suivis, peuvent aujourd'hui être respectés par le média qui sont censés contrôler? Donc déjà, la pauvreté dans laquelle cet organe d'appui à la démocratie est plongé, en tout cas, il est difficile d'assurer pleinement ce rôle. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'UNPC, c'est un organe d'auto-régulation. Donc, on n'a pas du tout un pouvoir contraignant. L'UNPC n'a pas un pouvoir contraignant sur le média, le fonctionnement du média. Ça devait être assuré par le CESAC, par exemple. Mais l'UNPC, son problème, c'est l'encadrement des journalistes. Des journalistes et tout. Et il y a aujourd'hui l'OMEC aussi, l'Observatoire des médias congolais, qui a aussi cette même mission, la mission pratiquement attachée à celle de l'UNPC, mais qui n'a pas un pouvoir contraignant. Comment voulez-vous que quelqu'un qui crée son média, qui appelle son beau-frère ou son jeune frère, et qui le place là-bas, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Même si c'est lui qui est placé là-bas à un niveau, à une culture générale, par exemple, mais si c'est cette condition de suivre une formation, subir un encadrement d'un professionnel, ne pas respecter, bon, qu'est-ce que vous voulez que les autorités de l'UNPC fassent? Parce que déjà, elles-mêmes sont assez limitées. Et après 2 ans, celui qui n'a pas été formé peut dire que j'ai déjà fait 2 ans ou une année, il sollicite la carte, on la lui accorde. C'est ainsi que je suis en train de penser personnellement qu'il faille des véritables États généraux. Effectivement, il y a eu des États généraux à Kinshasa, mais nous connaissons dans quel contexte ils ont été organisés. Moi, je crois qu'il y a nécessité de poser les véritables problèmes, faire appel à des observateurs de ces secteurs, à des formateurs, à tous ceux qui sont intéressés, mais qui ont effectivement les idées à partager pour qu'effectivement, on arrive à une refondation de nos missions, à une refondation de notre rôle, à la préhension du travail que nous devons faire et que nous fassions correctement le travail. Non seulement les États généraux, mais que les pouvoirs publics. Parce que le média évolue, fonctionne sur un territoire bien défini. Et donc, le pouvoir public doit être conséquent. Ça veut dire qu'il faut que les recommandations qui sont généralement issues de plusieurs forums, notamment les États généraux,
les recommandations qui cadrent directement avec les pouvoirs de l'État soient correctement remplies. Aujourd'hui, vous avez vu, pour ne serait-ce que parler de la RTNC, qui est la chaîne nationale, pour laquelle les contribuables congolais, les citoyens que nous sommes, faisons tout notre pouvoir pour qu'effectivement les animateurs soient pris en charge. Qu'est-ce que le ministre des Médias fait aujourd'hui? Au lieu d'évoquer les véritables problèmes de la RTNC, 3 seulement problèmes de la RTNC. Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas content de ce qu'il fait? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Pour venir exposer ce n'est pas cela. Ce n'est pas que je suis en train de dire. Ce n'est pas cela. Vous n'êtes pas content. C'est un nouveau système. Moi, je pense que c'est très professionnel. Je ne parle pas de ça exactement. Je parle d'un autre problème. Ne serait-ce que pour l'encadrement d'une chaîne nationale qui est prise en charge par les contribuables congolais. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le problème de la RTNC, ce n'est pas le changement de logo. C'est cela que j'étais en train de dire. Vous avez vu Patrick Mouyaya, un gars extrêmement intelligent, mais qui va pratiquement s'embrouiller. Qu'est-ce qu'il va dire? Changement de logo, changement de tout ce qu'il y a là comme design, ainsi de suite. Non, c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui de la RTNC, le renouvellement de matériel, et puis les rajeunissements du personnel, la redéfinition de la ligne éditoriale. 3 missions essentielles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, on a changé de logo. Quel est l'impact de ça aujourd'hui? Non, il faut... C'est tout simplement ce que j'étais en train de dire. Ça veut simplement dire, en des mots commençants, qu'il appartient au pouvoir public de s'occuper du secteur de médias. Il y a des secteurs qui doivent être suffisamment gérés. Je ne parle pas des régimes prédateurs qui sont contre la liberté de la presse. Non, je souhaite que le pouvoir public s'occupe des médias correctement, ait un droit de regard sur ce qui est en train d'être fait et fixe des conditions assez précises pour la création de médias et appuie des médias à un certain niveau. Mais aujourd'hui, on est dans pratiquement un fourre-tout. Donc, les médias ne sont pas gérés. S'il y a des recommandations qui touchent directement aux autorités, les autorités font sourde oreille. Et elles ne font rien pour effectivement rencontrer ces desiderata qui sont issus des états généraux et des réflexions assez profondes. Merci beaucoup, Van. Nous avons connu, je crois, ça fait déjà une semaine que cela s'était réalisé à Kinshasa. L'un de vos confrères, c'est aussi un professionnel des médias, Piro, qui a insulté les chefs de l'État devant, je ne sais pas si c'était devant les téléphones ou devant une caméra. Il a tenu des propos désobligeants à l'égard du chef de l'État. Et lui n'était pas un profane, n'était pas quelqu'un ramassé, mais c'est un journaliste de fond. Il a fait l'école du journalisme. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, s'il vous était demandé de placer juste un mot par rapport à ces comportements-là? Bon, je crois que j'en avais parlé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Les propos tenus par les confrères étaient désobligeants. Mais le fond de l'indignation est réel. Peut-être qu'il aurait dû utiliser, comment on appelle, le point de perception à travers cette route. Et il bénéficiait, mais il n'entretenait pas la route. Il y avait des péages. Il y avait des péages partout. Oui. Alors c'est ainsi que c'était une décision assez courageuse, mais qui n'était pas, en tout cas, bien comprise par... qui n'était pas bien entendu par ceux qui voulaient effectivement continuer à profiter de cela exactement. J'ai demandé de... Peut-être qu'il aurait dû utiliser d'autres termes, d'autres mots pour décrire la situation. Effectivement, la situation est catastrophique. Dans 3 ans de gouvernance de Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions. Si c'est lui qu'on attendait, ou faudra-t-il attendre quelqu'un d'autre? Vous déplorez ça par rapport à la province du Kassai central? Non, sur l'ensemble du pays, ne serait-ce que pour revenir sur des problèmes assez épineux que nous avons. La guerre de l'Est, les promesses du chef de l'État. C'était une promesse. Mais là, c'est pas lui qui a la base. Pardon? C'est pas lui qui a la base. Non, c'était parmi... Il a trouvé ça. Il a trouvé ça, voilà. Sûrement. Mais quand même, il a fourni un grand effort. Il a même décrété l'état de siège. Les exemples. Ne vous en faites pas, Franck. L'état de siège, c'était encore... Bon, j'ai envie de dire que c'est une décision pratiquement... C'est légal. Bon, c'est légal, mais elle n'a produit aucun effet aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des politiciens qui sont derrière les groupes armés là. C'est vous qui les dites, cher ami. Notre problème, il faut
réformer l'armée. Il faut apporter des solutions importantes au niveau Mais comment y arriver, cher Van? Bon, ce qu'il faut faire, tandis que l'armée, il y a beaucoup de infiltrés dans notre armée. Bon, c'est ce qu'il a en train de faire. Vous me lancez sur beaucoup de pistes, je ne sais pas sur lesquelles je dois danser. Non, c'est à partir de ce que vous me permettez de finir le fil d'idée, sinon je vais être perturbé. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire aujourd'hui? Ne serait-ce que pour les secteurs de sécurité, notamment la situation de l'Est. C'était l'une des promesses phares du chef de l'État. S'établir là-bas, par exemple, paraît pour moi une solution. Accepter que j'intervienne aussi. Mais il était là, il a passé là presque une semaine. Une semaine. Mon frère, mais c'est trop quand même. Je crois que le président de la République... chef de l'État qui non, laisse notre je crois province. que le président de la République, comme on a toujours dit, aux grands mots, il faut des grands remèdes. Les grands remèdes, c'est comme il a dit lui-même. Parce que quand il est là, tout ce que nous voyons comme... énergie déployée pour la sécurité, sa sécurité personnelle. On peut renforcer la sécurité de cette entité-là. Il y a possibilité de trouver des solutions. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème avec l'Est de la RDC, ce n'est pas l'état de siège. On était déjà dans les secteurs opérationnels. Il faut revenir dans les secteurs opérationnels. Parce que déjà, nous avons un problème. Nos militaires ont des difficultés. Déjà, ils ne sont pas bien payés et avec tout ce qu'ils ont déjà comme charge pour pacifier cette région. Mais vous voulez rajouter de nouvelles missions de l'administration du territoire? Non, c'est les encombrer. Il faut revenir dans la stratégie des secteurs opérationnels. Quand on a les secteurs opérationnels, il y a possibilité de contrôler cette situation-là à travers ces zones de défense qui sont créées. Ce sont des solutions assez pragmatiques. Parce qu'aujourd'hui, on a tenté avec l'état de siège, les morts continuent à être enregistrés. Non, ce n'est pas une solution. Donc, j'étais en train de revenir dans ce que Perrault, le confrère Perrault a dit, c'est que tout ce qu'il a dénoncé dans cette vidéo, les fonds restent réels. Ça veut dire que nous avons des problèmes qu'il a dénoncés. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur les termes qu'il a dû employer, toucher même à la vie privée du chef de l'État. Parler de la libido du chef de l'État, parler des choses assez invraisemblables. Je crois que le président de la République, comme la première institution de la RDC, mérite un minimum de respect. Ça veut simplement dire que nous avons également la liberté de nous exprimer, mais j'insiste toujours sur la liberté et responsabilité. Dans la responsabilité, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Imaginez qu'il parle de la libido du chef de l'État, que son enfant soit à la télé et suive ça. Il y a matière à s'interroger. Et je crois qu'il avait tout intérêt de s'exprimer, mais il fallait choisir d'autres termes et d'autres mots pour s'exprimer et retracer la situation qui est connue de tous. Les pays ne marchent pas. Ça ne marche pas enfin. Les solutions ne sont pas retrouvées à nos problèmes. Et c'est des questions qui préoccupent la plupart des Congolais, mais il faut y aller avec d'autres mots, d'autres phrases, ça passerait. D'accord, merci beaucoup. Je crois que je ne suis pas votre co-débatteur sur ce plateau. Vous pouvez aussi faire l'avocat du diable. Non, je ne suis qu'un simple intervieweur. C'est pour ça que je vous pose toutes les questions qui taraudent les esprits des Congolais. Parce que vous êtes mieux placé pour répondre. Nous venons d'assister à une certaine élection du nouveau gouverneur qui s'était organisée ici. On a élu John Kabeya Shikai comme le nouveau gouverneur en remplacement de Martin Kabouya, vous l'appelez comment? Kabitanga, voilà, que je salue, parce qu'il venait aussi d'être rétabli comme député. Voilà, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette élection-là? Quelle est votre perspective? Bon, je parlerai des réactions, c'est de dire que l'état de droit suppose aussi le respect des textes. C'est une élection qui s'organise dans une irrégularité totale. La loi dit, après la défenestration d'un gouverneur, les 30 jours qui suivent doivent être mis à profit pour l'organisation d'une nouvelle élection. Mais nous avons fait 2 ans depuis le départ du gouverneur Martin, qui a été dans les conditions prévues par la loi, défenestré par les députés. Les députés ont estimé que, même si des raisons qu'ils ont avancées n'étaient pas du tout fondées, bon, ils ont estimé, parce qu'ils en ont le droit, de défenestrer le gouverneur, ils l'ont défenestré,
Mais la province qui est en difficulté est restée sous la gestion intérimaire pendant 2 ans. L'intérimaire est mort, et puis c'est l'intérimaire de l'intérimaire qui est resté. Et je ne sais pas ce qui a manqué à l'État congolais d'organiser dans le temps l'élection. Maintenant, on a perdu 2 bonnes années inutilement, alors qu'il y avait des bonnes perspectives dès le début du mandat, avec le gouverneur Martin qui avait sûrement posé les jalons pour la renaissance de la province, pour la construction de la province. Mais ce qui lui est arrivé est tout simplement déplorable parce que... Donc vous étiez contre sa déchéance? Bon, contre sa déchéance, oui, parce que la province a souffert. Il n'y a aucun gouverneur qui a déjà fini le mandat ici, depuis 2006. Tous les gouverneurs ont toujours été défenestrés de la même manière. Et ce sont des habitudes parce que, sur le plan réel, la construction d'une province dépend aussi de la stabilité, la stabilité institutionnelle. Mais si déjà les institutions sont déstabilisées, instables, il y a de quoi les leaders d'opinion puissent converger vers un point tel que cette fois-ci la déstabilisation n'est pas une bonne affaire. Mais pendant qu'on pensait que cette fois-ci on aurait des institutions stables, bon, il y a des forces qui ont effectivement été mises à contribution pour qu'effectivement cette déstabilisation soit de nouveau vécue. Mais on a perdu 2 ans, voyez-vous. Mais on dit que Kabouya lui-même, quand il était là aux affaires, il ne faisait rien. Rien ne marchait pendant qu'il était encore au pouvoir. Il y avait presque des blocages partout, dans tous les domaines. Bon, rien ne marchait. Et l'argent n'était même pas en circulation pendant son temps. Bon, il n'a fait qu'une année à la tête de la province, il a fait ce qu'il pouvait. Je crois que le premier jalon a été posé, mais aujourd'hui, certains bénéfices de ce qu'il avait effectivement initié comme initiative ici, accepter la redondance, ont commencé à être vécus. Il y a des médecins qui ont été payés. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous avez vu plus de 250 médecins pour la première fois, qui sont aujourd'hui reconnaissants. Donc c'est des choses qu'il fallait attendre. Il y avait des grands projets qui étaient déjà en chantier, mais par le simple fait qu'il n'a fait qu'une année, il a été défenestré, alors que le mandat était de 5 ans. De 5 ans. Il faut permettre à ce qu'un gouverneur vive et finisse son mandat. Et par la suite, juger son bilan. Penser par exemple à lui renouveler confiance prochainement s'il aura la possibilité de revenir, il aura encore l'ambition de revenir. Mais ce n'a pas été le cas. Mais quoi qu'il en soit, il est parti. Mais nous avons fait 2 ans avec les intérimaires. Qui n'ont rien fait absolument. Qui n'ont rien fait absolument. Qui ont beaucoup plus contribué à la prédation de maigres ressources dont dispose la province. Et donc c'était difficile à percevoir. Donc on est allé d'une situation de crise à une situation pire. Parce que, comme vous le savez, l'intérimaire n'a aucun compte à rendre, à l'Assemblée provinciale. Alors, ceux qui sont restés, vous avez vu comment ils ont fait, même ne serait-ce que débroussailler dans l'enceinte du gouvernorat était difficile. Et donc, autant avoir un gouverneur légitime, à qui il y a possibilité de prodiguer de conseils, activer les mécanismes pour éviter les détournements éventuels des deniers publics, si cette possibilité est là, que de vouloir déstabiliser et avoir un intérimaire qui pense que tout lui est permis, il peut utiliser l'argent de la province comme il veut. C'est ça, c'est tout simplement déplorable. Et donc, ce que j'étais en train de dire, pour la première réaction, c'est que c'est une élection pratiquement inopportune. Pourquoi? Parce qu'elle est irrégulière. Le temps est déjà largement dépassé. À ces nouveaux gouverneurs... Mais il faudrait quand même la faire, cher Van. Non. Parce qu'on ne pouvait pas laisser la province comme ça, gérée par un intérimaire de l'intérimaire. Il y avait un autre mécanisme. Qui n'a aucune décision. Voilà, il y avait un autre mécanisme. Lequel? C'est nommer un commissaire spécial. C'est une voie légale. En 2015, lorsqu'on est parti par la décentralisation, le chef de l'État passé avait levé l'option avec son gouvernement pour effectivement nommer les commissaires spéciaux. Il faudrait proposer. Non, qu'on a dû faire. C'est des propositions qu'on a dû faire. Est-ce que vous voulez nous dire que notre voix n'était pas audible? Non. La voix était audible. Et je suis convaincu qu'il y a des intelligences autour du chef de l'État pour lui faire comprendre que si jamais il nommait les commissaires spéciaux, pour le moment, il ne violerait aucune loi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Oui. Cette décision a été approuvée par la haute cour.
du pays. Ça veut dire que c'est une source du droit. Ça veut dire que pour le temps qui reste, parce qu'il ne reste à peine que 20 mois pour la fin de ces mandats, c'est qu'il y aura un autre cycle électoral d'ici 2023. Chers amis, dites-nous clairement qu'est-ce qu'un gouverneur fera dans 20 mois. Oui, c'est la question que je voulais encore vous poser. Donc ça veut dire tout simplement... En ayant 2 ans, est-ce que ce nouveau gouverneur ici sera en mesure vraiment de... C'est pas 2 ans, il faut bien... satisfaire... C'est pas 2 ans, il faut bien compter, c'est pratiquement une année. C'est 20 mois, je crois, 20 mois. Est-ce qu'il sera vraiment en mesure de satisfaire tous les besoins ou les desiderata de la population? Bon, je ne saurais pas être pessimiste. Même à 50%. Non, la vérité, c'est que la situation de la province est connue, la situation de la région est connue. Il est aussi tributaire de l'engagement du pouvoir central pour le décollage de cette région. Vous avez suivi un luminaire, je vous disais, que depuis la nuit des temps, il n'y a aucun investissement sérieux qui a été posé ici au niveau de la région. Les routes sont délabrées, qu'elles soient les routes nationales, les routes de décès agricoles ne marchent pas. Il n'y a aucune industrie ici. L'unique entreprise qui était encore fonctionnelle, c'était la Brassimba, mais qui a été fermée par la suite. Parce que... Et amenée en Mbuji-Mayi. Non, en Mbuji-Mayi. On a fermé par Mbuji-Mayi. On a fermé en Mbuji-Mayi, on a fermé ici, et c'est tout. Donc la situation est devenue encore pire. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur a estimé qu'il n'y avait pas une activité économique fluctuante. Donc c'est la mort ici dans la région du Kasaï. Donc ça veut dire qu'il faut revenir à ce que j'ai proposé en luminaire de mon propos, ça veut dire un plan maréchal de la reconstruction. Alors s'il y a un engagement sérieux, même encore lorsqu'on reproche au gouverneur déchu qui n'a rien fait, comment voulez-vous que dans une province qui a déjà une difficulté pour son décollage, la rétrocession n'arrive pas? La rétrocession, ça n'arrive pas. La rétrocession, ce n'est pas une faveur du pouvoir central, mais pendant plus d'une année, la province recevait difficilement la rétrocession. Pourtant, la constitution de la rétrocession, la constitution de la RDC parle de la retenue à la source. Mais on a instauré cette histoire de la rétrocession pour aider les provinces qui sont financièrement faibles. On a accepté, mais les 40% doivent revenir aux provinces. Mais si vous faites par exemple plus de 12 mois, vous n'envoyez pas la rétrocession, vous voulez que la province décolle avec quoi? Parce que déjà la province mobilise à peine 200 millions de francs congolais. Dites-moi avec 200 millions de francs congolais, qu'est-ce qu'un gouverneur peut faire? Qu'est-ce qu'un gouverneur peut faire? Et nous avons la caisse de péréquation là-bas qui fonctionne. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et c'est cela effectivement des problèmes. Donc c'est ainsi que je dis, s'il y a un engagement réel au niveau du pouvoir central, il y a possibilité d'appuyer des provinces qui sont financièrement faibles, qui n'ont pas d'assiette financière conséquente, comme la nôtre. Effectivement, il y a possibilité de le faire. Si cet engagement est réel au niveau central, s'il y a une volonté politique réelle ici, de la part des nouveaux maîtres de la province, il y a possibilité qu'on fasse quelque chose pour ne serait-ce que retrouver du sourire. Il y a des options importantes. Moi, j'ai toujours défendu un principe tel que le développement de la route. Le développement, c'est le développement de la route. Le développement d'identité, c'est le développement de la route. Aujourd'hui, nous avons les routes qui peuvent être développées. Si vous avez Kalamabouge, c'est un projet assez intégrateur, un projet essentiel. Si simplement il est mis au point, il y a possibilité, ne serait-ce que d'atténuer la misère. Ils sont à quel niveau avec ces projets-là? C'est la société Grec 7. Aujourd'hui, c'est Grec 7 qui a gagné ce marché-là. Non, il a gagné toujours le marché depuis toujours. Non, Grec 7 est arrivé ici avec le gouverneur Alex Kandé. Le premier programme ne l'a pas respecté. Les premières clauses du contrat avec la province n'ont pas été respectées. C'est ce qui a même permis à ce que quand Martin Kabou était ici, il a préféré le contrat. Et c'est qui lui a attiré toute cette guerre politique. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas suivi la procédure. Non, quelle procédure devait être suivie? Parce que déjà, les Chinois n'ont pas respecté le premier programme. Quand Kandé est arrivé ici pour l'ouverture de cette hausse, c'était BOT. Ça veut dire que tu travailles, tu te payes et tu t'en vas. Et tu t'en vas, oui. Ça veut dire qu'il devait respecter ces programmes. Mais quand il est parti de cette province, il y a très longtemps, la route n'a jamais été asphaltée. Qu'est-ce qui a bloqué pour que les premières clauses soient réalisées? Qu'est-ce qui a bloqué? Et par la suite, il y a eu le programme de 100 jours qui est arrivé également. Et ces programmes a prévu effectivement la prise en charge de cette route par le même Chinois, qui n'ont rien fait. C'est ainsi que le gouverneur d'alors était courroucé. Il était courroucé, il a estimé qu'il fallait résilier les contrats avec les Chinois, qui avaient commencé par établir les
comment on appelle, le point de perception à travers cette route. Et ils bénéficiaient, mais ils n'entretenaient pas la route. Il y avait des péages. Il y avait des péages partout. Oui. Alors c'est ainsi que c'était une décision assez courageuse, mais qui n'était pas bien entendue par ceux qui voulaient effectivement continuer à profiter de cela exactement. Alors, maintenant, on va un peu parler de... Alors, vous me posez la question sur l'état actuel de cette route. L'état actuel de cette route. Il faut y aller pour voir que la route est toujours dans son état initial. C'est pratiquement une piste rurale. C'est pas une route. Parler d'une route revient à dire qu'il y a des conditions modernes qui sont reconnues à des routes. Mais lorsque vous y allez, c'est une piste rurale ouverte. Il n'y a rien de route. Il n'y a rien de route, mais... Au moins, on perçoit l'argent chaque jour. Grexet est rentré, je me rappelle, après toute cette guerre avec Martin Kabouya, quand Grexet est arrivé, Grexet avait annoncé que dans une année et demie, la route serait asphaltée. Mais aujourd'hui, on est à 2 ans depuis que Grexet est rentré en province. La route n'est jamais asphaltée. Ça veut dire qu'il y a un mensonge à ce niveau et c'est une entreprise pratiquement qui pose beaucoup de problèmes. C'est que pour le moment, Kalamambouche n'est pas opérationnel. Non, c'est opérationnel tant bien que mal, même si on avait formé à un moment donné des frontières, mais il y a quand même des véhicules. Que la route est totalement délabrée. Elle est délabrée, mais il y a des véhicules qui font généralement des éternels... Des efforts pour arriver là-bas et pour revenir. Et puis, donc, voilà. Donc la route est en difficulté. Politiquement, c'est une difficulté qui peut être évitée, mais elle est entretenue. Aujourd'hui, elle est entretenue parce que la firme, ça c'est mon point de vue personnel, doit avoir sûrement des soutiens au niveau même les plus insoupçonnés, au niveau de la présidence de la République. Parce que comment voulez-vous qu'ils sont là, mais ils ne font rien. Le chef de l'État lui-même avait dit que ça serait la priorité lors de son récent discours. La route Kalamambouche serait prise en charge. Depuis qu'il a tenu ce discours, ça fait plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Il n'y a jamais les débits. Voilà, il n'y a jamais eu même les débits des travaux d'asphaltage de cette route. Mais pour les projets Chile-Gelou, où en êtes-vous avec ça? Oui, les projets Chile-Gelou, c'était prévu pour 36 mois. Et bon, voilà, les projets étant... Selon votre estimation, c'est déjà réalisé à combien de pourcents? Oh, cher ami, je ne saurais pas m'exprimer sur le pourcentage. Si on voudrait parler en termes de pourcentage. Mais il y a un retard qui ne s'explique pas. Il y a un retard qui ne s'explique pas. Depuis qu'on a lancé les travaux, c'est vrai qu'ils ont commencé par la canalisation, mais les travaux de la réhabilitation de plusieurs voies, des quelques kilomètres qui ont été prévus posent problème. Déjà, il y avait beaucoup plus d'arguments. Plus par la suite, il y avait arrêt des travaux, la société Grexet qui a encore la responsabilité de nous faire ces kilomètres de route, donner beaucoup plus d'explications. Mais il y a quand même des efforts qui sont constatés jusqu'ici, mais il y a un retard qui ne s'explique pas aussi. Je crois que la société voudra solliciter un moratoire. Un moratoire même d'une année. Pour effectivement finir les travaux, ce qui n'est pas aussi important. Cette ville doit vivre. Et pour qu'elle vive, il faut que les travaux initiés par le chef de l'État se réalisent. Vous avez même vu une délégation venir de Kinshasa faire un rapport assez complaisant, alors que le gouverneur intérimaire qui était resté ici avait un autre rapport. Pendant que le gouverneur disait que Grexet n'a rien fait et ne fait rien, certains députés nationaux de la sensibilité du Kasaï étaient venus ici, ils ont fait leur villégiature et par la suite, est-ce corrompus? Je ne sais pas comment ils sont parvenus à faire un rapport aussi complaisant. Comme quoi, les travaux avancent très bien. Ils ont même dit très bien. Et vous qui alors que nous terrain, qui sommes sur le terrain, nous voyons qu'il y a un retard, comme je le disais tout à l'heure, qui ne s'explique pas. Donc, on attend que Grexet nous réalise les kilomètres de route qui sont prévus dans le cadre de ces projets. Et ça sera également un aspect assez important qui justifiera le mandat du président Félix Tshisekedi, qui a sûrement un bilan à défendre d'ici 2023. Il ne nous reste que peu de temps pour qu'il défende son bilan. Alors ça fera partie des arguments à présenter qu'on a quand même fait. Mais tant qu'on est à ce stade, avec ces retards qui caractérisent les travaux, je crois que je ne serais pas surpris que une nouvelle dérogation soit sollicitée par Grexet pour finir les travaux. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci très cher Van.
J'avais reçu pour vous, sur ce plateau, un journaliste des hautes factures de cette province ici, du Kassai central. Vous l'avez très bien suivi. Je ne voulais pas vraiment l'interrompre parce que je sais qu'il aime trop parler et quand il prend la parole, il a beaucoup de mots. Voilà pourquoi je lui ai accordé beaucoup de minutes pour qu'il vous parle. Van, vous voulez dire que depuis que Félix est au pouvoir, il n'a rien fait ici à Kananga? Parce que là, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Bon, dire qu'il n'a rien fait. Qu'est-ce que Félix a fait ici à Kananga depuis qu'il est au pouvoir? Ça fait maintenant 4 ans, presque. Bon, 3 ans et demi, oui, 3 ans et demi. Interrogez non, même 3 ans. Donc vous êtes journaliste de cette province. Je vous pose la question en tant que journaliste. Qu'est-ce que Félix a réalisé ici? Bon, moi, je peux simplement dire qu'il y a des projets qui ont été initiés, mais qui n'ont pas été réalisés. Il y a à peine Chilégelou qui est en train de marcher. Il y a plusieurs projets sûrement qui ont été initiés, mais qui n'ont pas été réalisés. Parce que vous l'avez suivi lui-même, quand il s'est exprimé devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, il a reconnu le problème de pilotage et le problème de coordination. Alors, lui-même doit se poser des questions. Mais les projets phares sur lesquels on entend le voir s'exprimer, on continue à attendre qu'il agisse. On attend de lui que Chikapa joigne Kananga et que Kananga soit en connexion avec Mbujimaï. Et qu'on soit aujourd'hui à même de faire Mbujimaï et Kananga, Chikapa, Kinshasa facilement. On attend de lui que la route Kalamambouji soit réalisée. Vous verrez beaucoup pour cette route-là. Oui, c'est parce qu'on a vu, depuis qu'on a ouvert cette piste rurale, on a vu dès le début, la situation économique avait déjà pris de la sincère. On a acheté le meuble ici à très moins cher. On a acheté les articles de première nécessité à très moins cher. On a acheté du sucre ici à très moins cher. En tout cas, il y avait de la vie ici. Mais depuis que la dégradation de la route est à ce niveau où elle se retrouve, on a des difficultés. Et donc si jamais aujourd'hui, parce que c'est une route d'intérêt provincial, si jamais elle est asphaltée, il y a possibilité que la communication... La province soit désenclavée. La communication avec la province angolaise de Luna Norte ou encore avec la République d'Angola, cette connexion fasse en sorte que la province soit désenclavée. Mais on en est encore là, on attend. Significativement, la misère est toujours en train de battre record ici. Bon, on attend une réelle implication du chef de l'État. Parce que lui-même, quand il est venu, même ne serait-ce que dans la desserte en eau potable, on a des difficultés ici. La desserte en énergie électrique, on a des difficultés ici. Voilà les attentes de la population d'une manière générale. Alors, tant que ces attentes n'ont pas été rencontrées, je crois que tout le monde a un bilan par rapport à la gestion du chef de l'État. Mais en réalité, l'image et la pauvreté de la province sont maintenues. Cette image de la misère, cette image de l'abandon, il faut qu'on le dise, est toujours là. Cette image est toujours là. Je crois qu'il y a possibilité, il y a nécessité, il y a urgence aujourd'hui que le président de la République fasse ce qu'il peut pour désenclaver sa région. Dans le cas contraire, il aura lui-même le peuple sur son dos. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Si il vous était demandé de donner un seul conseil au nouveau gouverneur, qu'est-ce que vous l'aurez dit? Quel conseil je lui donnerais? Un seul seulement. Un seul, c'est difficile. Un seul seulement pour la réussite de son mandat. Former un gouvernement d'union provinciale et être à l'écoute du peuple. C'est tout ce que je dirais. Former un gouvernement d'union provinciale, c'est-à-dire quoi? Donc réunir les opposants, et la société civile. C'est là aussi c'est un aspect. Les journalistes. Oui, c'est là aussi c'est un aspect, mais également en respectant la représentativité des territoires, qui est une condition prévue dans notre loi. Je voudrais lui dire que le gouverneur évite d'être distrait et qu'il agisse. Il a présenté un programme d'action.
Il a présenté, il va sûrement présenter un programme d'action, mais il a présenté l'économie de sa vision de gouvernance. Et je suis convaincu que les grands électeurs, les députés provinciaux, l'ont sûrement élu sur base de ces programmes. Je crois qu'il est assez fort pour comprendre les attentes de la population. Et s'il va se laisser distraire, ça sera son affaire. Je voudrais qu'il construise un gouvernement moins budgétivore. Moins budgétivore. 5 ministres par exemple. 5 ministres. 5 ministres par exemple, en raison d'un ministre. On peut dire 5 ou 6 ministres. Que de nous faire un gouvernement éléphantesque qui va être de plus en plus budgétivore, alors que nous avons des défis à relever ici et nous avons de vrais problèmes de ressources ici, ce qui ne sera pas du tout intéressant. Qu'il soit à l'écoute du peuple et qu'il agisse pour le bien du peuple. C'est plus important. Je sais que c'est pratiquement une patate chaude entre les mains de... Il est cadre de l'UDPS, c'est pratiquement une patate chaude. Parce que la réussite de son temps, ces 20 mois qu'il aura géré en intelligence, parce que lors de sa campagne, il disait qu'il va être en intelligence avec les pouvoirs centraux. Et donc si il n'arrivait pas à traduire en acte ce qu'il a lui-même agencé, ce qu'il a lui-même défendu et présenté comme vision de gouvernance, ça sera un échec cuisant pour l'UDPS. Parce que déjà, on le voit, la difficulté est là, les gens souffrent. Et on attend de lui, parce qu'il a tant souffert, il a tant préféré avoir le pouvoir. Il a exigé avoir le pouvoir. Il a eu le pouvoir enfin. Il faut qu'il travaille. La population doit être très mobilisée pour être très exigeante, comme elle l'a été toujours. La population a toujours été très exigeante envers tous ces gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province. Elle doit continuer à être exigeante pour que son compte soit retrouvé dans la gouvernance actuelle. Dans le cas contraire, on lui ouvrira la possibilité de s'enrichir également. Et puis d'être déçu par les députés provinciaux. Bon, je crois que les députés auront tiré déjà la meilleure leçon. Comment ils vont encore les déchoir? Parce que ce sont eux qui l'ont porté à la tête de la province. Sûrement, comme ils ont dessus le gouverneur Martin Kabouya. Je suis convaincu qu'ils ont tiré des leçons, non? Et alors, sur base de ces leçons, ils doivent cette fois-ci nous éviter une nouvelle déstabilisation. Et si ces derniers-ci ne se comportent pas bien, vous croyez que les députés vont il y a les laisser? Plusieurs manières de permettre... non, il y a plusieurs manières de permettre la collaboration. Je ne vois pas... Comment il ne va pas bien se comporter? On mobilise l'argent. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée qui donne le moyen d'action au gouvernement. Alors, le contrôle. Il y a le contrôle qui doit précéder la sanction. Et il y a aussi les contrôles a posteriori. Il y a les contrôles a priori et a posteriori. Mais on est beaucoup plus, chez nous, professionnels dans le contrôle a posteriori. Ça veut dire qu'on attend que la difficulté soit établie pour qu'on sorte de la sanction. D'abord les forfaits. Et la sanction dont dispose l'Assemblée provinciale, ce n'est pas forcément la déchéance, la motion. Non. Cher ami, il y a les conseils aussi. Il y a les conseils qu'on peut donner. C'est que moi, je crois que si on vide au niveau de l'Assemblée toutes les étapes prévues avant d'arriver à la motion, je crois qu'on évitera beaucoup de problèmes ici. On peut commencer par une question orale, une question écrite, une question orale, une interpellation, une commission d'enquête. Voilà, ce sont les moyens dont dispose l'Assemblée provinciale. Mais chez nous, on est déjà habitué dans un contexte où c'est beaucoup plus, quand il y a une erreur, on frappe par la motion. Non, cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Les deux institutions provinciales ont tout intérêt à s'entendre. Elles ont tout intérêt à s'entendre parce que le peuple le regarde. Merci beaucoup. Merci, cher Van. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Je vais encore vous inviter prochainement pour qu'on parle toujours de l'évolution de ce nouveau gouvernement provincial. Avec plaisir, cher ami. Je vous renouvelle mes remerciements pour l'intérêt que vous attachez à ma modeste personne. C'est la deuxième fois que je passe à travers Genor TV. Je salue la révolution numérique. Merci beaucoup. C'est des grands efforts que vous déployez pour que le Kasaï central
parle de lui à travers le monde entier et que les gens s'intéressent à ce qui se passe ici, c'est déjà un grand effort. Merci beaucoup. Ensemble, il y a possibilité de vendre l'image de la province et de solliciter l'intervention de plusieurs partenaires pour que les difficultés que nous avons ici soient de plus en plus gérées. Et encore une fois, merci pour les efforts et beaucoup de courage. Les efforts que vous fournissez pour aider à ce que la province soit très visible à travers le monde, j'étais très émerveillé. Pour la première fois, j'étais invité. On a produit des émissions en dehors d'ici. C'est en dehors d'ici, voilà. Et quand je suis entré, j'ai dû admirer. Voilà. J'étais personnellement émerveillé parce que c'est un studio assez moderne. Il y a de matériel, tout ce qu'il faut pour la pratique professionnelle des journalistes. Je sais voir des matos, les matos. qui coûtent énormément. Ça montre de l'engagement et des efforts inlançables que vous fournissez pour la réussite de ces projets. C'est un grand projet et je vous souhaite un plein succès. Beaucoup de courage parce que déjà le minimum est assuré. Mais il y en a beaucoup de journalistes qui nous combattent ici. Souvent quand mes éléments sont sur le terrain. Je ne parlerai pas en termes d'un combat. Moi, je crois que vous avez un défi à relever. C'est celui de faire parler de vous. Déjà, vous le faites très bien. Et il y aura une prise de conscience pour qu'effectivement, nos collègues journalistes... Non, mais ils doivent aussi nous ouvrir la porte parce que nous sommes venus pour amener la révolution dans ce domaine-là. Ils doivent quand même nous soutenir. C'est un défi. Ce soutien-là est permanent. Il sera permanent, ils vont sûrement vous soutenir. L'ensemble des confrères apportera assurément un soutien à cette initiative qui est très géniale. Je voudrais m'adresser. Il ne vous étouffe pas. Je suis convaincu que les confrères journalistes sont très accueillants. Ils doivent ouvrir assez d'espace et permettre à ce que les confrères qui viennent des Génor TV aient suffisamment de temps pour s'exprimer sur terrain et avoir accès à beaucoup de sources d'informations, ce qui est plus important. Parce qu'en le faisant, nous avons la possibilité de vendre notre image à l'international et nous faisons un travail commun. Ce travail que nous faisons, celui d'informer notre peuple, est assez délicat qu'il nous demande une synergie d'efforts. Nous faisons déjà ce que nous faisons au quotidien. Génor TV arrive avec une dimension assez moderne pour permettre à ce que les nôtres qui sont en dehors d'ici aient une idée de ce qui se passe chez eux. C'est plus important d'ouvrir encore le bras à cette équipe de Génor TV qui est arrivée pour faire ce que nous faisons et le faire pour alléger la tâche aux nôtres qui sont en dehors de la région, d'avoir une idée claire de ce qui se passe chez eux. Encore une fois, je voudrais vous garantir, vous également de Génor TV, que vous devez relever ces défis, de vous faire respecter. C'est ce que nous faisons. Et vous ne pouvez vous faire respecter que par la qualité du travail que vous faites. Moi-même, je suis déjà émerveillé. Merci beaucoup, et je prends un engagement personnel. Merci beaucoup. De vous accompagner personnellement comme journaliste pour que ce que nous faisons ensemble puisse arriver à plaire à nos auditeurs et plaire à nos téléspectateurs et à ces millions d'internautes qui n'ont qu'Internet comme source d'information par excellence. Et avec vous, avec beaucoup d'autres médias qui évoluent dans ce secteur, les médias numériques bien entendu, il y a possibilité de faire avancer notre province sur le plan numérique. Encore une fois, félicitations. Merci, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci beaucoup, cher ami. Je remercie toute l'équipe. Merci beaucoup. Encore une fois, je serai très disponible pour répondre à la prochaine invitation. Merci beaucoup, Van. Merci.